Au dîner, mon père m'a dit que je ne réussirais jamais et puis le Pentagone m'a appelé, commandant Anna. Personne ne m'a regardé quand je suis arrivé. C'était le but. Je suis resté immobile un instant, mes talons s'enfonçant dans le gravier froid, laissant le vent fouetter les revers de mon manteau sombre. De l'autre côté du champ de pierre blanche, les têtes étaient inclinées, les médailles brillaient et les drapeaux tremblaient dans la lumière de fin d'automne. Des rangées de chaises étaient alignées sur le site du mémorial dans une symétrie parfaite. Toutes occupées, aucune pour moi. Arlington était silencieux comme seuls les lieux sacrés peuvent l'être, trop silencieux pour crier, trop saint pour être interrompu. Le bruit de mes pas aurait été impoli si j'avais osé bouger. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai attendu. Jour des vétérans, 11 novembre 2023. 10 ans que j'avais disparu du mur des photos de famille. Je respirais encore, je servais encore, je survivais encore. Mais pour eux, j'étais déjà parti. Le dé au-dessus de nos têtes flottait légèrement, la brise claquant contre sa structure métallique comme le bord d'un drapeau plié. Au-delà, la pierre portait son mensonge, père bien-aimé de Daniel et Émilie. Rien d'autre, pas même un espace laissé en blanc. Juste une omission si délibérée qu'elle piquait plus que n'importe quelle insulte. J'ai avalé l'air amer et me suis approché. Daniel se tenait dans son costume impeccable, la posture étudiée, le menton levé comme si les caméras pouvaient encore être à l'affût. Sa main reposait sur le bas du dos de mère dans ce geste de politicien qu'il avait perfectionné à un mélange de contrôle et de soutien, principalement pour la galerie. Il ne m'a pas jeté un regard. Margaret portait du gris, pas du noir. Des perles autour du cou, les bras croisés, le dos droit comme un canon de fusil. Elle m'a fait un signe de tête imperceptible, mécanique comme si j'étais une ancienne connaissance, pas sa fille. Pas celle qui avait l'habitude de saluer dans le miroir. Les yeux d'Émilie ont trouvé les miens, juste un bref instant. La culpabilité y scintillait, inexprimée et non dépensée. Je lui ai adressé le plus petit des sourires. Elle ne me l'a pas rendu. Ses doigts se sont resserrés sur un programme plié, les jointures blanches sur le nom imprimé qui signifiait autrefois la sécurité pour nous tous, Richard Rod. Je n'avais plus rien à faire ici. Pas de siège à prendre. Pas de nom à lire. Je n'étais pas dans l'éloge funèbre. Je n'étais pas dans la nécrologie. Je n'étais même pas dans la fichue note de bas de page. 10 ans de service effacés d'un coup de plume d'un rédacteur. Ma main a frôlé le dossier d'une chaise vide, mais je ne me suis pas assise. Je me suis retourné, avec l'intention de partir. Pas avec une scène, pas avec un au revoir, juste une autre sortie silencieuse, comme il le préférait. Mais le son m'a arrêté. Des bottes délibérées, au pas cadencé en marchant vers le centre du rassemblement. La garde d'honneur s'est figée à mi-salut. Les têtes se sont tournées. Même le vent a fait une pause. Une voix a retenti aux tranchantes, autoritaire, entraînée. Amiral Nathalie Rod, présente. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une demande. C'était une déclaration. Des halètements ont ondulé comme les drapeaux flottants au-dessus. Je me suis retourné pour voir l'oratrice émerger des rangs des officiers, la commandante Julie arrive. Elle n'était pas au programme. Elle n'était pas censée être ici, mais elle y était. Et elle marchait avec le feu calme de quelqu'un qui avait attendu bien trop longtemps pour se taire. Son uniforme était impeccable. Ses insignes brillaient sous le soleil de novembre. Elle s'est avancée, ses bottes se posant avec une autorité absolue, puis s'est arrêtée à côté de moi. Nous étions face à face. Elle n'a offert ni sourire, ni signe de tête, juste une reconnaissance nette. Nous avons attendu assez longtemps, a-t-elle dit. Il est temps. Les gens ont commencé à chuchoter. Les épaules de Margaret se sont crispées. Daniel a serré la mâchoire si fort que je pouvais voir les veines pulser sous sa tempe. La main d'Émilie s'est lentement levée vers sa bouche comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, ce qu'elle avait peut-être secrètement toujours espéré. Un instant a passé, puis un autre. J'ai pris une inspiration et me suis avancé. 1, 2, 3 pas sur l'allée de marbre. Je n'ai pas marché au pas, mais je n'ai pas non plus marché d'un pas léger. Ma présence avait un poids maintenant, un poids que je n'avais pas demandé, mais que je ne renierai plus. Et alors que je me déplaçais vers le premier rang, dépassant les enfants bien-aimés qui m'avaient rayé des archives, dépassant les silences qu'ils avaient cultivés pendant des années, j'ai entendu les murmures s'amplifier. La commandante Rive est restée debout comme pour dire « ce n'est pas fini ». J'ai croisé son regard. Puis j'ai fait face au drapeau,
au triangle plié reposant sur le cercueil en chêne poli, celui qu'il ne m'aurait pas laissé toucher jusqu'à présent. Le silence n'était plus sacré. Il s'était brisé, et pour la première fois, il ne pouvait plus ignorer mon nom. S'il m'écrivait, pourquoi n'ai-je jamais reçu un seul mot? La question a résonné dans ma tête alors que la porte d'entrée se refermait derrière moi. La maison d'Hérode n'avait pas changé. Le sol en marbre était toujours impeccable. Les portraits dominaient toujours le couloir comme des juges en uniforme, et l'odeur de l'acajou poli se mêlait à quelque chose de plus froid, la poussière, peut-être, ou la mémoire. Émilie n'était pas entrée avec moi. Elle m'avait glissé la clé avant de disparaître à nouveau parmi les personnes en deuil. Sa voix avait été douce, presque hésitante. Vérifie le tiroir sous les médailles, a-t-il écrit. Beaucoup. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'avais peur que si je parlais, elle reprenne la clé. Le bureau était exactement comme dans mes souvenirs, sauf plus vide. L'air y était plus froid aussi, comme s'il avait oublié comment être respiré. Le bureau de mon père se tenait là, intact, massif, en chêne sculpté, encombré, mais pas chaotique. Tout avait sa place. Des distinctions militaires au mur, une bannière délavée de l'Académie navale, des presse-papiers en forme de porte-avions. Son vieil uniforme était toujours suspendu derrière la porte, recouvert de plastique, intact, jamais porté. J'ai contourné le bureau, mes doigts effleurant la lampe en laiton, le coin du buvard, la carafe en cristal qu'il ne remplissait jamais. Le tiroir qu'elle avait mentionné était verrouillé, mais la clé y a glissé avec une facilité surprenante. Il s'est ouvert avec un déclic qui ressemblait à un soupir. À l'intérieur, empilées proprement, se trouvaient des enveloppes. Des dizaines d'entre elles, liées par un ruban bleu foncé. Mon nom était écrit sur chacune d'elles dans ces lettres capitales inimitables, fermes et assurées. Je ne les ai pas touchées au début, je les ai juste regardées fixement. Les cachets de la poste manquaient. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom encore et encore à travers les mois, les années, 2011, 2014, 2017, 2020. La première que j'ai ouverte était datée du 8 mars 2011. Chère Nathalie. Kaboul doit te sembler être le bout du monde. Je me souviens de ce sentiment. Je sais que je ne devrais pas écrire sécurité opérationnelle et tout le reste, mais je devais te dire que j'ai vu les images. Tu as traversé cette ruelle comme si tu étais né pour ça. Je suis fier de toi. Ta mère dit de ne pas envoyer ça. Elle pense que ça te rendra sentimental. Elle pense que les émotions sont un handicap sur le terrain. Je pense qu'elle a tort. Mais je la laisse quand même gagner, n'est-ce pas? Je suis désolé. Avec tout mon amour, papa. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois, puis j'en ai pris une autre. Varsovie, Jakarta, Bruxelles. Chaque lettre écrite en secret, scellée, mais jamais envoyée. Chaque mot qu'il n'avait jamais prononcé à voix haute se déversait maintenant en encre brute, conflictuelle, humain. Je tenais encore la dernière lettre quand la porte a grincé en s'ouvrant. Margaret. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés, l'expression taillée dans la pierre. Aucune surprise dans ses yeux, aucune curiosité. Il ne voulait pas t'affaiblir, a-t-elle dit simplement. Mes mains ont serré le bord du tiroir. Il ne voulait pas m'oublier non plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas seulement vu la mère qui m'avait exclu, mais la femme qui pensait que le silence faisait un soldat. Peut-être que cela faisait des survivants, mais pas des filles. Il y a une différence entre la force et la négligence, ai-je dit. Elle n'a pas sourcillé. Tu avais ton propre chemin. Tu n'avais pas besoin de son approbation. Je n'en avais pas besoin, ai-je dit, la voix plus tranchante que prévu, mais je l'ai mérité. Elle est partie sans un autre mot. Je suis retourné au tiroir. Sous le dernier paquet de lettres, emballées séparément, se trouvait une enveloppe plus lourde, papier parchemin épais, sceau du gouvernement. Je l'ai déplié lentement, le cœur serré dans ma poitrine. Autorisation de transfert de commandement, opération Red Crest, à la vice-amirale Nathalie Rode. Daté du 29 août 2020. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement un geste personnel. C'était formel, officiel. Mon père ne m'avait pas seulement fait confiance. Il m'avait choisi pour le commandement, pour la responsabilité, pour l'héritage. Mes yeux se sont portés au bas de la page. 2 signatures, Richard Rode et, en dessous, Daniel Rode.
Cela m'a arrêté net. J'ai regardé fixement son nom. Encre noire, net. Aucune hésitation. Mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de cachet, pas d'horodatage, aucune trace de traitement. Le document n'avait jamais été déposé, jamais entré dans le système. Il avait été préparé, puis enterré. La tablette sur le bureau s'est allumée, clignotant soudainement avec une fenêtre contextuelle sécurisée. Je ne l'avais pas touchée, mais elle m'a reconnu. Ligne cryptée de Rive. J'ai tapé pour l'ouvrir. Fichier de niveau 3 déverrouillé. Vous avez été activé. Le message a pulsé une fois, puis a disparu. J'ai regardé à nouveau la lettre de commandement, les doigts tremblants. Daniel savait. Il avait su depuis le début que j'étais la successeur désignée, que papa l'avait mis par écrit. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce document n'avait jamais vu le jour. Combien de personnes avaient été complices pour s'assurer que je ne le verrais jamais? Je me suis levé lentement, l'enveloppe toujours à la main, et me suis tourné vers le couloir sombre où leurs photos étaient toujours accrochées dans un ordre parfait. Ils m'ont effacé de la mémoire, mais pas de la mission. Et maintenant, quelqu'un venait de réactiver tout ce qu'ils avaient essayé d'enterrer. Si j'étais si peu importante, pourquoi quelqu'un a-t-il réécrit mon dossier? Les lumières du centre de données bourdonnaient de ce vrombissement stérile que seules les installations gouvernementales possédaient, froid, constant, sans excuse. Cela correspondait à la température à l'intérieur de ma poitrine. Je me tenais à côté de Rive alors que la porte renforcée des archives de Redcrest s'ouvrait en sifflant. Le scanner biométrique a clignoté en lisant mon iris la première fois qu'il le faisait en 3 ans. Non pas parce que je n'avais pas essayé, mais parce que jusqu'à hier, le système m'avait signalé comme inactive en raison d'une réaffectation. Traduction, effacée. Elle m'a jeté un regard mais n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. L'air entre nous bourdonnait de quelque chose de plus lourd que l'électricité statique, la colère, peut-être, ou l'anticipation. Je n'étais pas sûr où l'une finissait et l'autre commençait. Nous sommes entrés dans la chambre forte. Des rangées de terminaux brillaient doucement, chacun étant une porte vers des vérités enterrées plus profondément que des corps. Redcrest n'était pas seulement une opération classifiée. C'était le genre de fantôme dont la marine ne parlait jamais, à moins de savoir où chercher et qui craindre. Un homme nommé Maurice attendait à la console centrale, tapotant nerveusement sur sa tablette. Contractuel civil, début de la quarantaine, les yeux fuyants comme un homme qui avait vu plus de secrets que de médailles. « Vous avez le niveau 3, a-t-il dit, rencontrant à peine mon regard. Cela n'a pas été accordé depuis le décès de l'amiral Rod. Je ne l'ai pas demandé, ai-je dit, mais je vais l'utiliser. Rive a fait un signe de tête vers l'écran. Commencez par les journaux de connexion. Nous devons savoir qui a touché son dossier et quand. Maurice a entré les paramètres. Des lignes de code ont défilé. Des dizaines d'horodatage, chacun lié à un point d'accès au fichier. Je les ai parcourus jusqu'à ce qu'un nom me saute aux yeux. Eud Pierce. Il y a 6 mois. Je me suis penché en avant. Lancez-le. Il a hésité. Il y a plus. Pas seulement un accès. Il y a aussi des données vocales. Un appel interne. Il a appuyé sur une touche, et la pièce s'est remplie du faible bourdonnement de la distorsion audio. Puis une voix. Familière. Haletante. Ethan Pierce. Elle ne doit pas savoir, chuchotait-il dans la ligne. Pas encore. Je n'ai pas respiré. Je me souvenais trop bien de cette voix, surtout quand elle disait des choses derrière des portes closes. Elle pense qu'elle a été mise au placard. Mais c'était le but. Plus elle se tait, moins il regarde. Moins il regarde, plus nous avons de silence. Alors Redcrest est toujours actif, mais pas pour longtemps. L'enregistrement a pris fin. Maurice m'a regardé comme s'il s'attendait à ce que je crie. Je ne l'ai pas fait. Mon cœur était déjà devenu silencieux. Pas par choc, par calcul. Rive a parlé la première. C'était un routage interne. Aucune fuite externe. Cela signifie qu'il parlait à quelqu'un de l'intérieur, ai-je terminé. Quelqu'un avec de l'autorité. Maurice a tapé une autre séquence, affichant une superposition de permissions. C'est pire que ça, a-t-il dit. Il y a 6 mois, votre nom a été réintégré dans le journal de commandement de Redcrest en tant que successeur. Alors pourquoi n'ai-je pas été prévenu? Il avait l'air pâle.
Parce que 24 heures plus tard, votre nom a été retiré. Le journal montre une annulation manuelle. Par qui? Il n'a pas répondu. Il a juste tourné l'écran. Autorisation d'annulation, DR07X. Daniel Rod. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Je n'avais pas été effacé par accident. J'avais été expurgé. Vous n'êtes pas effacé. Vous êtes expurgé, a dit Rive à voix haute. Cela signifie que quelqu'un craignait votre vérité. Elle l'a dit comme une révélation, mais je l'ai ressenti comme une cicatrice qui se rouvrait. Continuez, ai-je dit. Maurice a hésité. Il y a une piste. Vous n'allez pas aimer ça. Je n'ai rien aimé depuis 10 ans. Dites toujours. Il a ouvert les journaux système plus profondément, puisant dans un sous-répertoire que je n'avais pas vu depuis des années. L'opération Red Crest avait des protocoles cachés même aux vice-amiraux, mais mon père avait construit ces protocoles, et il m'avait laissé la clé. Alors que nous passions au crible les journaux d'accès, une séquence a attiré mon attention. Un document intitulé NR Transfert, niveau 7. J'ai ordonné de l'ouvrir. C'était un rapport de préparation stratégique, qui décrivait le plan de contingence pour un changement de commandement dans Red Crest, daté de 2 mois avant la mort de mon père. Mon nom, clairement listé comme successeur. Un langage sobre, direct, la vice-amirale Nathalie Rod doit assumer le contrôle opérationnel en cas d'incapacité ou de décès du commandant. Juste en dessous, une deuxième ligne, amendement en attente d'examen par DR. Mais cet examen n'a jamais eu lieu, car Daniel l'avait déjà marqué comme aucune action requise sans note, sans raison. Il n'avait pas seulement ignoré le transfert, il l'avait enterré. Mon estomac s'est noué. Il avait approuvé les honneurs cérémoniels mais pas le commandement. Rive a croisé les bras. L'autorité de votre père est morte à la minute où Daniel a intercepté le processus. Vous avez été exclu avant que l'encre ne sèche. J'ai reculé, arpentant la pièce une fois pour étudier le tremblement dans ma colonne vertébrale. Pourquoi me donner un accès complet à l'activation maintenant? Rive a croisé mes yeux. Parce que quelqu'un dans la chaîne de commandement vient de remonter votre nom. Probablement en pensant que vous resteriez silencieuse. Que vous seriez reconnaissante. Que vous passeriez à autre chose. Il pense que je vais me montrer docile parce que j'étais silencieuse. Non, a-t-elle dit. Il pense que vous êtes toujours seul. J'ai regardé à nouveau l'écran. Le curseur clignotait à côté de mon dossier expurgé comme un battement de cœur essayant de redémarrer. Alors voyons ce qu'il a enterré avec mon nom dessus. Il pensait que me faire taire était une stratégie. Ce n'était qu'une pause avant le verdict. Je me tenais au bord du bureau du major Linton, les mains jointes derrière le dos. Le bureau sentait la poussière et le cirage de pain, bordé de textes juridiques que personne ne lisait jamais vraiment, seulement cités quand cela était pratique. Linton avait une voix sèche, des bottes cirées, et le genre d'expression qui n'invitait jamais à la conversation exactement comme je préférais. Il a tapoté l'écran devant lui. Le fonds de recouvrement Marshall est enterré sous 3 couches d'organisation à but non lucratif approuvées par l'armée. Sur le papier, cela ressemble à une aide au logement et à la réhabilitation des anciens combattants. Mais en dessous, je me suis approché. La piste serpente à travers une société écran, Phoenix Asset Holdings. Registre offshore. Aucun membre du conseil d'administration n'est listé publiquement, mais un conseiller financier a autorisé plusieurs virements bancaires vers elle. Il a pivoté l'écran vers moi. Consultante autorisée, DR. Je n'ai pas scié. Combien? 3 millions. 12 jours après qu'Ethan Pierce ait été retiré de l'opération Stone Glass en 2011. J'ai expiré par le nez. Cette chronologie n'était pas seulement familière. C'était le début de tout ce qui avait commencé à s'effilocher. Ethan était devenu silencieux. J'avais été réaffecté sans avertissement. Des dossiers avaient disparu de ma file d'attente d'accès. Et maintenant, l'argent avait un nom. Ils l'ont payé pour qu'il disparaisse, ai-je murmuré. Rive, appuyé près de la fenêtre, les bras croisés, a hoché lentement la tête. Ou pour qu'il se taise. Linton s'est éclairci la gorge. Le fonds a été audité l'année dernière. Aucune irrégularité n'a été trouvée. Parce que personne n'a regardé assez attentivement, ai-je dit. Il ne cherchait pas une suppression politique. Il cherchait un détournement de fonds. Ce que, a dit Linton prudemment, vous avez maintenant des motifs d'alléguer. Mais si vous rendez cela public trop tôt.
Je ne le ferai pas, ai-je interrompu. Pas avant de pouvoir les enterrer avec. Il a esquissé un léger sourire, puis s'est levé. Je vais compiler ce dont vous avez besoin. Attendez-vous à de la résistance. Rive et moi sommes sortis du bâtiment sans un autre mot. Dehors, le vent était vif sur mes joues, mais je l'ai accueilli. Il maintenait mon pouls stable. Nous avons marché un pâté de maison en silence avant qu'elle ne se tourne vers moi. J'ai retracé l'un des derniers mouvements civils d'Ethan avant sa démobilisation. Un café, à Georgetown. Les caméras sont toujours en service. Tu le veux? Récupère-le. 1 heure plus tard, nous étions dans une camionnette sombre garée à 2 ruelles du café. Un petit écran a bourdonné alors que Rive mettait en file d'attente les images d'archives. Là, Ethan, posture affaissée, vêtements civils, l'air plus âgé, plus las. En face de lui, Daniel. Il était au milieu d'une phrase quand l'audio a capté. Elle ne peut pas voir ça. Si elle le voit, les médailles n'auront plus d'importance. Ethan n'a rien dit, se contentant de fixer la table comme si elle pouvait se fendre sous le poids de ce que Daniel avait offert. Je me suis rassise, les mots tournant dans ma tête comme des vautours. Médaille, héritage, apparence ont toujours la monnaie de notre famille. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emily. J'ai trouvé une vieille clé USB dans le manteau de papa. Elle n'est pas étiquetée, mais je pense qu'elle est pour toi. Mes doigts se sont resserrés. Emily. Elle ne choisissait pas de camp, mais elle offrait des pièces. Nous nous sommes rencontrés cette nuit-là dans le jardin derrière notre ancienne église. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste remis l'objet, puis s'est éloignée comme si les ombres étaient plus sûres. De retour dans mon appartement, j'ai inséré la clé USB dans un terminal isolé. Pas d'étiquette, pas de métadonnées, juste un seul dossier, plan de transition de phase, EQ4. À l'intérieur, un seul document, plan stratégique pour la perturbation de la succession, commandement ROD. Mon nom apparaissait 6 fois, aucune d'elles n'étant un compliment. Le dossier détaillait les faits projetés de mon exclusion, contrôle du récit public, discrédit psychologique, redirection de la chaîne de commandement listée par puce comme des objectifs de bataille. En bas, 2 signatures au Daniel Rodway, juste au-dessus du pied de page, une directive tapée en gras, retirée NR avant l'initiation de Q4. J'ai fixé les mots. Un calme froid s'est installé en moi. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une réflexion excessive. C'était une trahison, documentée. J'ai envoyé le fichier à Rive sans commentaire. 10 minutes plus tard, elle a appelé. Nous rendons cela public, a-t-elle dit, sa voix calme, létale. Mais pas encore. Laissons-les penser que vous n'avez plus de coups à jouer. Ils ont retiré mon nom de sa pierre tombale mais pas de son héritage. Le domaine des Rhodes paraissait différent la nuit, moins comme un monument et plus comme une relique. Les piliers de marbre, autrefois imposants, projetaient maintenant des ombres trop longues pour qu'on leur fasse confiance. Les lumières du jardin clignotaient contre la brise, les haies parfaitement taillées, comme si rien de non dit ne pouvait fleurir ici. Je suis entré sans frapper. La clé fonctionnait toujours. Une partie de moi détestait ça. Le couloir sentait la même chose, bois de santal et histoire. Les portraits qui bordaient les murs étaient inchangés. Mon père en uniforme, ma mère à ses côtés, la remise de diplôme de Daniel, la commission d'Emily. Aucune image de moi, comme si je n'avais jamais existé. Je ne suis pas monté à l'étage. Je n'en avais pas besoin. J'ai tourné à gauche dans le bureau, passé les lourds rideaux et le tapis usé, vers la bibliothèque familiale. Il y avait une photo de mon père près de la cheminée, encadrée de feuilles d'or, intacte depuis le jour où elle avait été accrochée. Ses yeux fixaient une distance que lui seul pouvait voir. Derrière le cadre, je l'ai trouvé. Le loquet était petit, presque invisible, une vieille astuce de marine qu'il m'avait apprise quand j'avais 12 ans. Pousser, tourner, glisser. Le mur a fait un déclic, puis s'est ouvert pour révéler une alcôve cachée. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois. Je l'ai sortie, la tenant comme si elle pouvait disparaître. Elle n'était pas verrouillée, juste scellée avec soin. Je l'ai ouverte lentement. Une seule médaille brillait sous le couvercle, la croix du service distingué de la marine, non ternie, non présentée. En dessous, un scan plié de l'autorisation de commandement originale, la vraie. Daté, signé, estampillé de mon nom là où il devait être. Et en dessous, une note manuscrite.
Tu es la seule chose dont j'ai jamais été fier sans avoir besoin de le dire à voix haute. J'ai fixé les mots jusqu'à ce que l'encre se brouille. Derrière moi, le bruit de pas. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. La voix de Margaret était du givre sur du marbre. Penses-tu que cela va réparer ce que tu as ruiné? J'ai refermé le couvercle. Je n'ai rien ruiné. Je nettoie juste ce que vous avez refusé de regarder. Elle n'a pas bougé. Tu aurais pu être n'importe quoi, mais tu as choisi les ombres, la distance, l'obscurité. J'ai choisi le devoir. Envers qui? Toi-même? Envers la vérité, ai-je dit, lui faisant enfin face. Tu penses que c'est une question de vengeance. Mais je ne me bats pas pour être incluse dans votre version de l'histoire. J'en écris une nouvelle. Son regard s'est rétréci. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait pleurer, mais Margaret Rodd avait depuis longtemps mis ses larmes à la retraite. Elle s'est retournée et s'est éloignée, ses talons résonnant comme un marteau de juge. Je ne l'ai pas suivie. Mon téléphone a vibré sur le manteau de la cheminée. Le nom de Rive a illuminé l'écran. J'ai répondu. Le comité vient de vous convoquer pour témoigner, a-t-elle dit. Et cette fois, ils ne peuvent pas garder votre nom hors du dossier. Ils ne cherchaient pas la justice. Ils attendaient de voir si j'allais flancher. La salle n'était pas conçue pour le confort. Ovale, sans fenêtre, et éclairée d'une résolution fluorescente, elle puait le design institutionnel. Le long des murs, de petites lumières rouges clignotaient sur les enregistreurs intégrés, preuve que le silence ici n'était pas la sécurité, seulement une preuve. Je me tenais en grande tenue blanche. Les rubans étaient polis. L'insigne brillait. Et pourtant, rien de tout cela ne semblait être une armure. Le vice-amiral Keller était assis au centre, le dos droit, le menton haut, l'expression illisible sous un vernis perfectionné au fil des décennies. À côté de lui, 5 officiers de grades divers. 2 que je connaissais de nom, un que je connaissais par ses cicatrices. Tous me regardaient comme s'ils étaient entraînés à trouver les points de fracture. À ma droite, la commandante Rive était assise, les yeux tournés vers l'avant, les mains jointes devant elle, immobile. À ma gauche, l'avocat de l'opposition de la justice militaire, le lieutenant Coulson, ambitieux et jeune, du genre à ne pas scier en dénonçant une erreur d'un supérieur. Derrière lui se trouvaient 2 assistants et un observateur civil avec un badge de presse glissé dans sa poche de poitrine comme une lame. Keller a commencé sans préambule. Ceci est un examen préliminaire concernant une ingérence présumée dans la chaîne de commandement liée à l'opération Red Crest et au défunt amiral Rodd. Amiral Nathalie Rodd, vous êtes ici pour répondre à ses préoccupations. J'ai croisé son regard. Compris. Coulson s'est levé. Commençons par les preuves que vous avez soumises, à savoir une lettre personnelle et une copie non signée d'une autorisation de transfert de commandement. Les présentez-vous comme concluantes? Elles correspondent à la fois au format d'autorisation officielle de mon père et à son écriture. Les métadonnées confirment qu'elle a été créée sur son système de commandement, ai-je répondu. Il y a aussi un scan avec des horodatages montrant que le document a été enterré manuellement. Coulson a cliqué sur une télécommande de diapositive. L'écran derrière lui a vacillé, affichant la lettre scannée et la directive, retirée NR avant l'initiation de Q4. Le préjudice émotionnel, Amiral Rodd, a dit Coulson suavement, n'est pas une preuve légale. Vous demandez à ce conseil de donner la priorité à une dynamique familiale brisée plutôt qu'à la sécurité opérationnelle. Je n'ai pas bronché. Je demande à ce conseil de reconnaître que la sécurité opérationnelle a été utilisée pour dissimuler un sabotage interne. Vous n'avez jamais été officiellement démise, a-t-il contré. Non, ai-je dit, mais mon rôle a été entravé. Il y a une différence. L'un est un protocole, l'autre est une suppression. Des murmures ont parcouru la salle. L'un des officiers subalternes a levé les yeux de ses notes, quelque chose de plus vif dans son expression. Maintenant, j'avais touché quelque chose. Puis la porte s'est ouverte. Margaret Rodd est entrée dans la pièce sans s'annoncer. Vêtue de son manteau gris ardoise caractéristique, ses perles brillants, sa posture aurait pu commander une flotte. Elle s'est dirigée vers le conseil sans hésitation, ignorant chaque paire d'yeux braqués sur elle. Je m'excuse pour la perturbation, a-t-elle dit, la voix calme et exercée, mais j'ai jugé nécessaire de clarifier quelque chose. Keller a haussé un sourcil. Madame Rodd, ceci est une session à huis clos. Elle agit seule, a interrompu Margaret.
La famille n'a jamais soutenu cette ligne d'enquête. Son père n'avait pas l'intention que cela devienne une affaire de déshonneur. La poursuite de Nathalie est personnelle. La salle est devenue silencieuse. Rive n'a pas bougé la tête, mais j'ai attrapé le regard de côté, tranchant comme de l'acier. Vous venez de leur montrer qui a vraiment brisé la chaîne de commandement, a-t-elle chuchoté. J'ai senti mes poumons se serrer, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Coulson a souri comme un homme qui vient de trouver sa plaidoirie finale. Keller s'est penché en avant. Amiral Rod, en raison de la nature contradictoire des preuves et de l'incertitude supplémentaire présentée par la position de votre famille, ce panel place votre statut de commandement sous gel temporaire, avec effet immédiat, en attendant une enquête plus approfondie. Les mots ont frappé avec une précision militaire. Il n'y avait pas de place pour un appel. Je me suis levé. Compris. Keller a hoché la tête. Vous devez toujours être adressé avec votre grade complet, mais vos ordres actifs sont suspendus. Je me suis retourné, tous les yeux sur moi maintenant. Certains sceptiques, certains curieux, quelques-uns apitoyés. Mais un seul brûlait de froid. Margaret. En m'éloignant de la table, je suis passé devant elle sans rompre mon pas. Puis je me suis tourné vers elle, laissant tout le poids de ma voix s'installer dans l'air entre nous. Vous avez gagné aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Certains noms disparaissent des dossiers. D'autres restent, comme des taches dans les marges. La cabane avait l'air d'avoir été oubliée par le temps. À moitié enfouie sous les aiguilles de pin, le toit affaissé à une extrémité, les volets si hermétiquement fermés qu'il était impossible de dire si quelqu'un y respirait encore. Mais je savais que quelqu'un le faisait. Je pouvais le sentir. Ce genre de silence ne vient pas du vide. Il vient de l'attente. La Caroline du Nord n'avait pas beaucoup changé en 20 ans, toujours humide de brouillard, toujours lourde d'histoire. Cet endroit avait été une cachette autrefois, sur le papier, un point de contrôle d'approvisionnement. En pratique, une salle de guerre improvisée pour des missions qui n'ont pas fait leur entrée dans les livres d'histoire officiels. J'ai frappé 2 fois, puis une fois de plus. Rien. J'ai fouillé dans mon manteau et en ai sorti la vieille photographie. Elle était usée et délavée, mais assez claire. Mon père, Marlowe, Ethan, moi juste sorti de l'entraînement, à peine 25 ans, regardant la carte comme si elle contenait toutes les réponses. Et dans le coin arrière, une silhouette qui n'aurait pas dû être là. Émilie l'avait repérée. Sa voix tremblait légèrement quand elle m'avait appelé plus tôt. Il y a quelqu'un sur cette photo qui n'est pas censé y être. J'ai frappé à nouveau, puis j'ai glissé la photo sous la porte. 30 secondes plus tard, elle s'est ouverte. Le colonel Marlowe avait l'air plus âgé que dans mes souvenirs, mais pas plus faible. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs. Sa main gauche tremblait légèrement, et une cicatrice qui n'était pas là en 2011 courait maintenant du coin de sa mâchoire jusqu'à la clavicule. Il n'a pas souri. Il n'a pas scié. Vous n'êtes pas censé savoir où j'habite. Je ne suis pas censé savoir beaucoup de choses, ai-je répondu. Mais me voilà. Il a baissé les yeux sur la photo à ses pieds. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans sa posture s'est relâché. Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais voir cette photo. Alors regardez au-delà, ai-je dit, et regardez ce qu'ils nous ont fait. Il a ramassé la photo et s'est écarté. Je suis entré sans attendre. À l'intérieur, la cabane était plus sombre qu'elle n'en avait l'air. Pas de lumière, à l'exception d'une lampe à pétrole dans le coin. Une carte de bataille était étendue sur la table poussiéreuse, des épingles toujours plantées comme si la mission était en attente. Des plaques d'identité pendaient à un clou sur le mur. Une pile de dossiers scellés se trouvait sur le manteau de la cheminée. Marlowe se déplaçait comme un homme qui savait quels fantômes étaient les siens et lesquels ne l'étaient pas. Je ne vais pas parler de Redcrest, a-t-il dit. Cette opération a été enterrée pour une raison. Je ne suis pas ici pour l'exhumer. Je suis ici parce que quelqu'un a utilisé son cadavre pour tuer ma carrière. Il m'a enfin regardé dans les yeux. Toujours une rôde. Toujours en train de nettoyer après l'un d'eux, ai-je répondu. Nous sommes restés en silence. Puis j'ai sorti le scan de mon manteau au l'ordre de transfert, la signature de mon père, celle de Daniel aussi. Marlowe l'a étudié pendant un long moment. J'ai signé des papiers qui ont enterré de bons hommes, a-t-il dit enfin. Mais je ne l'enterrerai pas, elle. Il s'est tourné vers la cheminée et a forcé la brique derrière la grille. Du creux, il a récupéré une petite cassette, analogique. Délibéré.
Enregistrement d'un débriefing, a-t-il dit. 2011 où on a dit à Ethan de modifier le rapport, d'expurger vos contributions, de supprimer les données sur les pertes. Vous avez été nommé successeur dans une ébauche, puis effacé. Mes doigts se sont resserrés autour de la cassette. Qui a donné l'ordre, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Marlowe. Il a croisé mes yeux. Daniel. Il était là en tant qu'observateur. Prétendait agir au nom de votre père. Mais Richard n'a jamais approuvé la modification. Je le sais. Je le lui ai demandé moi-même. La clarté m'a frappé comme de l'eau froide dans le dos. Ce n'était pas seulement du sabotage. C'était stratifié, coordonné, personnel. Marlowe s'est assis lentement, le souffle lourd. Dites à votre père que j'ai tenu ma parole, a-t-il murmuré. Même s'il n'est pas là pour le voir. Je me suis accroupi à côté de lui, la cassette maintenant glissée dans ma poche intérieure. Il regarde, ai-je dit. Et maintenant, tout le fichu pays le fera aussi. Il voulait m'effacer en silence. Alors je parlerai là où le silence n'est pas permis, en direct. La maquilleuse a terminé par une légère touche sous mon œil, puis s'est reculée sans un mot. Dans le miroir, j'ai vu son visage concentré, illisible, et légèrement impressionné. Derrière elle, la productrice a fait le compte à rebours sur ses doigts. La lumière rouge s'est allumée. Les caméras étaient en direct. Les lumières vives du studio coupaient la pièce comme des interrogateurs. Mon uniforme était impeccable sous l'éblouissement, les rubans alignés avec précision. J'étais habitué au col serré et à un examen encore plus serré. Mais c'était différent. Ce n'était pas un briefing. C'était la guerre. Miles Cooper était assis en face de moi. Le journaliste chevronné aux cheveux poivre et sel, réputation de tir juste n'a offert que le plus petit des hochements de tête avant de se tourner vers la caméra. Ce soir dans 60 minutes, un nom que vous ne connaissez peut-être pas mais que vous retiendrez. L'amiral Nathalie Rod, autrefois supposée mise à l'écart par les circonstances, parle maintenant d'héritage, de silence, et de ce qui reste après les deux. Il s'est retourné vers moi. Amiral Rod, merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir, Miles. Il n'a pas perdu de temps. Il y a eu un regain d'intérêt autour d'un dossier maintenant déclassifié, l'opération Red Crest. Vous avez servi sous cette opération, n'est-ce pas? Oui. J'ai aussi perdu mon commandement dans son ombre. Et vous croyez, a-t-il continué, le ton s'aiguisant, que cette ombre a été fabriquée? J'ai regardé directement dans la caméra. Quand votre nom est effacé du dossier, quand les directives de votre père sont cachées dans des tiroirs, et que vos accomplissements sont étiquetés comme non autorisés, ce n'est plus une ombre. C'est une décision. Il s'est penché en arrière. C'est une accusation. C'est une tendance. Le silence était aussi tendu que les coutures de mon revers. Qui a pris cette décision, a-t-il insisté. Je n'ai pas scié. Un frère qui a effacé mon nom. Une mère qui a expurgé mon héritage. La salle de contrôle a dû retenir son souffle. À l'écran, le flux social augmentait. #Admiral Nathalie en tendance en quelques minutes. Miles n'a pas bronché. Pourquoi parler maintenant? Parce que le silence était leur stratégie. Ils s'attendaient à ce que je continue à jouer le jeu du respect. Mais le respect ne signifie pas la reddition. Il a hoché la tête une fois. Si votre père pouvait vous entendre maintenant, que diriez-vous? J'ai baissé les yeux, puis les ai relevés. Il l'a déjà écrit. Je ne fais que le lire à voix haute. Quelque part hors caméra, j'ai senti Rive regarder à travers le moniteur du studio. Je connaissais ce regard calculateur, protecteur. Elle savait ce que cela coûtait et ce que cela pourrait déclencher. Au moment où le segment s'est terminé, Internet avait explosé. En une heure, l'expression « déficit de financement de Red Crest » avait été recoupée par des veilleurs en ligne. Un utilisateur de Reddit a retracé une séquence de transferts budgétaires bloqués du fonds de logistique navale directement vers des entités écrans liées à DR Holdings, l'un des fonds fiduciaires de prédilection de Daniel. Les captures d'écran ont volé. Des sources anonymes ont divulgué davantage. Les théories sur TikTok se sont multipliées rapidement, mais certaines étaient trop proches de la vérité pour être une coïncidence. Daniel a répondu en publiant une déclaration de 2 lignes, l'interview de ma sœur était une manœuvre de diversion. Le département de la Défense n'a aucune enquête en cours. La déclaration n'est pas devenue tendance.
#Admiral Nathalie, si. Dans le top 3 en moins de 6 heures. À minuit, ma ligne sécurisée a vibré. Un message codé d'Ethan. Ils me surveillent. Ils savent que j'ai gardé des dossiers. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé 3 mots en retour. Envoie tout maintenant. Il a porté mon silence pendant une décennie. Maintenant, je porterai sa voix. Le couloir empestait l'antiseptique et l'air recyclé. Propre, silencieux, et totalement déplacé. J'ai passé le premier point de contrôle de sécurité avec le code enfoui dans les journaux de terrain classifiés de mon père, déguisé en coordonnées d'une mission avortée de 1996. Les gardes ne m'ont pas arrêté. Le badge fonctionnait toujours. L'autorité a une façon de persister même après que les gens essaient de l'effacer. Sous-niveau 4. Aucune signalisation. Juste une porte noire mat avec un capteur rouge et une caméra qui ne clignait pas. J'ai tapé 2 fois. J'ai attendu. La lumière est passée au vert. Je suis entré. La pièce au-delà était froide et sombre, bourdonnant faiblement du vrombissement des machines à basse tension. Un lit, un homme. Ethan Pierce. Il était assis droit mais semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. Les cheveux plus gris que dans mes souvenirs. Les yeux enfoncés, comme si les années s'y étaient installées et y avaient construit leur maison. Il n'a pas bougé quand il m'a vu. Je pensais que tu ne viendrais jamais, a-t-il marmonné. Tu savais que je viendrais, ai-je dit. Il a toussé, non pas de maladie, mais d'années de silence. J'ai tout gardé, a-t-il dit. Au cas où tu reviendrais un jour. Je me suis assise en face de lui. Pas de garde, pas de moniteur. L'installation avait des angles morts, intentionnels. Mon père avait conçu cette aile comme une base de repli sécurisée. Ce que personne n'attendait, c'est que je l'utiliserais pour faire sortir quelqu'un. Tu n'as pas beaucoup de temps, ai-je dit. Il a ri, un rire amer et sec. C'est la première chose honnête que quelqu'un me dit depuis des années. J'ai sorti une photo de mon manteau. Redcrest, 2011. Moi, lui, Marlowe, mon père. Tous souriant avant les fissures. Pourquoi as-tu fait ça, ai-je demandé. Il a détourné le regard. Parce que je pensais que protéger l'opération signifiait protéger les gens. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient la menace. Un temps de silence a passé. Ils te tueront, a-t-il dit. Ils essaient déjà, ai-je répondu. Mais ils t'atteindront en premier, à moins que nous ne bougions maintenant. Il a hésité. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, dessous le matelas, il a sorti une petite clé USB en métal vieille, abîmée, mais scellée dans du plastique enduit. Tout est là, a-t-il dit. Le journal complet de l'opération de 2011, les enregistrements vocaux, les pistes d'autorisation, les flux financiers, même la directive de DR. Daniel, ai-je demandé. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas toujours été le méchant, mais il a vu le jeu et a décidé de le gagner. J'ai pris la clé, la glissant dans la poche renforcée cousue à l'intérieur de mon uniforme. Nous te protégerons. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Je n'arriverai pas à témoigner. Tu le sais. Je ne te demande pas de me sauver, ai-je dit. Je te donne un moyen de te sauver toi-même. Il a fermé les yeux, puis a murmuré, alors prends-la. Utilise-la vite. Mon oreillette a cliqué 2 fois. Rive. Il le déplace, a-t-elle dit. Convoi non marqué, dans 15 minutes. Si tu es encore à l'intérieur. Je suis déjà parti. J'ai tiré Ethan sur ses pieds. Ses jambes ont fléchi, mais il a tenu bon. Nous avons traversé le couloir, descendu par la sortie de service latérale, évitant les lignes de surveillance indiquées sur les vieux plans de mon père. Au rez-de-chaussée, des phares ont percé le brouillard. L'équipe de renfort de Rive. 2 VUS noirs, plaques non immatriculées, conducteur en tenue tactique civile. L'officier en chef m'a salué, puis s'est tourné pour intercepter le convoi entrant. Je n'ai pas attendu de voir ce qui se passerait ensuite. Ethan a été chargé dans le 2e VUS. Je suis monté après lui, j'ai claqué la porte, et c'est seulement alors que j'ai expiré. Il a appuyé sa tête en arrière, les yeux fermés. J'ai porté ton silence, a-t-il murmuré. 10 ans. Maintenant, je porte ta voix, ai-je dit. De retour à la planque, j'ai inséré la clé dans un lecteur décrypté.
Le premier document s'est ouvert instantanément. Signé par DR, protocole de résiliation accéléré. Ils ont organisé une audience pour me faire taire. Je la transformerai en mon cri le plus fort. La chambre de l'hôtel était à peine assez large pour faire les 100 pas, mais j'ai quand même creusé un sillon dans la moquette. L'audience n'était pas avant 10 heures. J'avais 6 heures, mais le temps ne s'écoulait pas normalement le matin avant que vous ne deveniez une preuve. Sur la table reposait l'uniforme impeccable, blanc, pas encore porté. En face, une boîte de documents qu'Ethan avait livrée lui-même. Ses mains avaient tremblé en les remettant, non pas de peur il avait dépassé cela mais par le poids d'être enfin libre. Ils essaieront de discréditer chaque ligne, avait-il prévenu, mais ils ne peuvent pas effacer les horodatage. À côté de la boîte se trouvait une plus petite enveloppe, manuscrite, scellée à la cire que mon père utilisait pour les avis officiels de la famille à l'ancienne, cérémonielle. Émilie me l'avait donnée ce matin-là, les yeux vitreux. Il l'a écrite, a-t-elle chuchoté. La nuit avant que son cœur ne lâche. Je l'ai trouvée dans sa Bible, glissée entre les psaumes. Je ne l'avais pas encore ouverte. J'avais toujours peur de sa voix. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la tâche à accomplir. Organiser des dossiers, marquer des pages, recouper des déclarations. Mon témoignage ne reposerait pas seulement sur l'émotion. Il avait besoin de précision. Il devait atterrir comme un verdict. Rive est arrivée juste avant le lever du soleil. Elle n'a pas frappé. Elle n'en avait pas besoin. Elle a regardé la pièce, les papiers, les preuves, le chaos, et n'a dit qu'une chose. Prête à ce que tout le pays regarde la blessure? Ce n'est plus moi qui saigne, ai-je dit. Elle s'est assise sur le bord du bureau, a sorti une clé USB. Ceci contient les fuites médiatiques compilées que nous nous attendons à voir tomber pendant votre témoignage. Chronologie alignée avec les journaux de signature de votre père, l'enregistrement d'Ethan, et l'autorisation de transfert. Utilisez-la. Je l'ai empoché sans un mot. À 8 heures, Ethan est entré. Il avait meilleure mine qu'à Norfolk, mais toujours pâle. Les fantômes ne s'effacent pas du jour au lendemain. Il a posé un dossier à côté de la boîte. Ma déclaration. Sous serment. Comprend les journaux financiers et les métadonnées des modifications de Redcrest. Je m'assierai au dernier rang, mais je me lèverai s'ils m'appellent. Ils le feront, ai-je dit, et quand ils le feront, dites-leur tout. Même les parties qui font mal. Son hochement de tête était petit mais ferme. Le soleil a grimpé plus haut. Les ombres ont changé. Le café a refroidi. À 9h27, j'ai enfin ouvert la lettre. L'encre s'effaçait. Son écriture était plus rude que dans mes souvenirs. Nathalie. S'ils essaient un jour de remettre en question ton honneur, fais-leur savoir que j'ai cru en toi le premier. Non pas parce que tu étais parfaite, mais parce que tu n'as jamais cessé de choisir le chemin difficile. C'est ce que signifiait être un Rod. Bien avant que je ne porte des étoiles. Papa. Mon souffle s'est coupé. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai glissée dans la poche intérieure de mon uniforme. Elle reposerait à côté de mon cœur lorsque je témoignerai. Rive s'est levé et m'a tendu le manteau. Sa voix est tombée à un murmure. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la commémoration. Je me suis changé en silence, boutonnant chaque pièce avec révérence. Alors que le dernier fermoir s'est enclenché, je me suis tourné pour faire face au miroir. Pour la première fois depuis des années, le visage qui me regardait en retour ne portait pas le deuil. Il portait un but. Un coup à la porte a brisé le calme. J'ai ouvert. Un membre du personnel du Congrès se tenait dehors, tenant un presse-papier et un mince sourire. Ils sont prêts. C'est à vous. Ils pensaient que je restais silencieuse parce que j'étais coupable. Je restais silencieuse parce que je rassemblais la vérité. La chambre lambrissée de chêne du Capitole des États-Unis était plus froide que dans mes souvenirs. Pas en température, mais en posture, dans l'éclat des objectifs de caméra comme des yeux qui ne clignent pas, dans le poids du silence suspendu avant une tempête. Le comité de surveillance militaire et de la défense était assis devant moi comme un peloton d'exécution habillé de patriotisme. Cravate rouge, étoile d'argent, et au premier rang derrière eux, les sièges du public, journalistes, assistants, familles. Y compris la mienne. Daniel était assis 2 rangs derrière l'estrade du comité, calme comme une sculpture. Son costume était taillé sur mesure, son sourire narquois préchargé.
Rive se tenait contre le mur du fond, les bras croisés, les yeux calculant chaque souffle dans la pièce. Émilie était assise près de Margaret, dont la posture était droite comme un i, comme si c'était un récital de famille au lieu d'un règlement de compte. Le marteau a claqué. Le sénateur Paul Grayson s'est penché en avant, sa présence usée mais acérée comme un rasoir. Cette session du comité mixte de surveillance militaire est maintenant ouverte. Amiral Nathalie Rod, vous pouvez procéder. Je me suis levé lentement. La grande tenue blanche pesait plus que jamais, mais cette fois c'était le bon poids. Je commence, ai-je dit, avec des mots que mon père a écrits avant sa mort. J'ai brandi la lettre, le pli encore frais de la poche de mon manteau. Laissez-la parler. Elle l'a mérité plus que n'importe lequel d'entre nous. J'ai fait une pause. La salle ne respirait pas, pendant 12 ans, mon nom a été expurgé de l'héritage que j'ai aidé à défendre. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que je n'ai pas joué le jeu. J'ai posé la clé USB sur la table des témoins. Un membre du personnel l'a ramassée, l'a insérée dans le système. Des écrans se sont illuminés derrière moi, des pages de relevés financiers, des pistes de métadonnées, des journaux de sécurité. Nous allons maintenant visionner des extraits des archives de l'opération Red Crest, des fichiers auparavant inaccessibles, maintenant authentifiés par une autorisation interagence. Ceci inclut des journaux audio, des transferts interdépartementaux, et une confirmation vocale de coercition. La première vidéo a joué, le visage d'Ethan, granuleux et voûté, chuchotant dans un téléphone jetable. Elle ne doit pas savoir. Pas encore. Ensuite, une capture d'écran d'un courriel de DR Holdings. Des reçus de virements offshore. Des fonds de sites secrets acheminés par 3 comptes écrans. L'image finale s'est figée sur un nom sous chaque dossier, Daniel Rod. Grayson s'est penché. Amiral Rod, suggérez-vous que votre frère a orchestré cette dissimulation? Je n'ai pas scié. Non. J'affirme qu'il l'a financé, exécuté, et en a profité. Des halètements ont parcouru la salle. Daniel a souri lentement, le genre de sourire que l'on porte avant un coup de poing. Vous mentez, a-t-il dit, se levant soudainement. Les appareils photo ont crépité. Je me suis tourné pour lui faire face. Alors pourquoi votre signature se trouve-t-elle sur 6 pistes de financement restreints à travers 3 sites secrets? Sa mâchoire s'est contractée. Grayson a frappé du marteau. Monsieur Rod, vous resterez assis. Non, ai-je dit, l'interrompant. Laissez-le se lever. Laissez le pays voir ce que le silence protège. L'air était un tonnerre sans bruit. Grayson a regardé Daniel, puis est revenu vers moi. Monsieur Rod, vous êtes par la présente convoqué pour témoigner sous serment. Maintenant. Vous pouvez nier les rumeurs, mais pas votre propre voix sur bande. La salle d'audience semblait plus petite aujourd'hui, comme si les murs s'étaient penchés pendant la nuit, avides de sang. Chaque siège était occupé, chaque souffle capturé par des objectifs haute définition. Chaque tic d'une mâchoire disséquée en temps réel sur une demi-douzaine de retransmissions en direct. La température n'avait pas changé, mais personne ne l'aurait su. Tout le monde transpirait. Daniel Rod était maintenant assis sur le banc des témoins, sa posture parfaite, ses mains jointes d'une manière qui disait contrôler tout en hurlant acculé. Mais sa voix était calme, calculée. Je n'ai pas détourné de fonds du budget secret. Je n'ai pas modifié les protocoles de commandement de Red Crest. Et je n'ai certainement pas orchestré une dissimulation pour diffamer l'amiral Nathalie Rod. Ces mots résonnaient avec la cadence bien répétée d'un homme qui pensait que le charme pouvait l'emporter sur les preuves. Il a fait une pause pour les faits. La presse a tenu ses stylos en suspens. Le seul héritage que j'ai protégé, a-t-il ajouté suavement, était celui de notre père. Ma mâchoire s'est serrée, mais je n'ai pas parlé. Pas encore. Grayson a hoché la tête une fois. Amiral Rod, avez-vous une réfutation supplémentaire? Oui. Rive a glissé la clé USB dans la console comme un poignard. Le moniteur derrière moi a vacillé pour s'animer, une vidéo granuleuse, un horodatage daté du 3 mars 2011. La voix du colonel Wamarlo, sans équivoque. Il a dit qu'elle était trop proche de la vérité, que sa loyauté était gênante. Il a ordonné la réaffectation de l'autorité lui-même. Il a utilisé le nom du vieil homme pour que ça tienne. Grayson s'est tourné vers Daniel. Reconnaissez-vous cela? Le sourire narquois de Daniel a vacillé. Je n'ai jamais été à cette réunion. J'ai appuyé sur un bouton.
Deuxième clip audio. Marlowe à nouveau, la voix plus basse cette fois. Daniel Rod a dit de la retirer du commandement actif avant le 4e trimestre. Il a dit qu'elle ne comprend pas ce qui est en jeu. La caméra a balayé vers Margaret, ma mère, dont les doigts tremblaient autour de ses perles. Puis, pour la première fois, elle a parlé. Arrêtez, a-t-elle dit. Juste un mot, mais il a craqué comme du verre. Tous les yeux se sont tournés. Tu n'as jamais été destiné à le remplacer, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu étais destiné à cacher sa honte. Daniel a cligné des yeux. Quoi? Margaret s'est levée. Tu me l'as dit après Varsovie. Tu as dit que son dossier détruirait tout. Tu as dit que cela amènerait les gens à remettre en question la dernière année de ton père. Le visage de Daniel s'est tordu. C'est toi qui m'as dit de la tenir à l'écart. Des halètements ont parcouru la chambre. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai ouvert la dernière page de la lettre devant moi. La signature originale de mon père, toujours intacte, toujours non lue. Avec effet immédiat, j'autorise le transfert du plein commandement opérationnel de Redcrest à la vice-amirale Nathalie Rod. Je l'ai brandi. Pas de théâtralité, juste la vérité. La voix de Grayson était plus froide maintenant. Ce document est notarié, daté avant le décès de l'amiral Richard Rod, et validé par un horodatage interne. Est-ce exact? Oui, ai-je répondu. Daniel s'est levé, la bouche ouverte, mais aucun son n'est sorti. Grayson n'a pas attendu. Cette audience est ajournée. En attente d'une enquête criminelle. Ils ont appelé ça un retour. Ça ne l'a jamais été. J'ai juste arrêté de les laisser m'écrire hors de l'histoire. Le sceau de la marine des États-Unis se dressait en grand derrière la scène. Des bannières flanquaient les côtés en bleu et or cérémoniel. Un seul podium se tenait au centre, poli au point de réfléchir. Autour de lui, chaque rangée de chaises dans la chambre était remplie, amiraux, officiers, analystes, même des civils invités pour le moment. L'air contenait quelque chose de rare à Washington, la révérence. Je me tenais au garde à vous, ma grande tenue blanche impeccable, mes rubans restaurés. L'uniforme n'avait pas changé. Moi, si. De l'autre côté de la pièce, Reeves se tenait à côté du chef des opérations navales, sa mâchoire aussi ferme que toujours. Ethan, dans un costume civil sur mesure, regardait depuis le premier rang, ses yeux cernés d'une sorte d'épuisement que seule l'honnêteté apporte. Margaret n'était pas là, pas visiblement, mais je pouvais sentir son absence comme un souffle froid sur ma nuque. Une voix a retenti. Par l'autorité du département de la Marine, en reconnaissance du service rendu sans compromis, et dans l'intérêt de l'intégrité institutionnelle, nous réintégrons par la présente l'amiral Nathalie Rod dans son grade et son honneur complet. Une salve d'applaudissements a commencé doucement, puis s'est propagée, comme un tonnerre apprenant sa voix. Je me suis avancé. Le chef des opérations navales m'a fait signe de parler. Je me suis approché du micro, j'ai balayé la mer d'uniformes et de costumes et de caméras clignotantes, et j'ai simplement dit 6 mots. Je n'ai jamais cessé de servir. Vous, si. Silence d'abord. Puis applaudissements, soutenus cette fois. Certains se sont levés, d'autres ont suivi. Un par un. Reeves s'est approché, ses mains gantées tenant les insignes de grade. Ceci appartient là où il n'aurait jamais dû être enlevé, a-t-elle dit, sa voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Elle a fixé les barrettes sur mes épaules avec précision, puis a reculé et a salué. Je l'ai rendu, chaque muscle gravé de mémoire. Le poids était familier maintenant. Bienvenue. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, un VUS noir s'est garé devant une maison de style géorgien nichée dans le quartier calme d'Arlington. Des agents fédéraux en sont sortis. Pas de gyrophare, pas de sirène, juste une certitude tranquille. Daniel a ouvert la porte lui-même. Pas de résistance, pas de panique, juste un calme vide alors qu'il lisait les charges. Détournement de fonds de la défense, obstruction à la surveillance militaire, conspiration pour falsifier des ordres de commandement. Il n'a rien dit. Ils l'ont menotté, l'ont fait descendre les marches. Un voisin a filmé de derrière une haie. La vidéo a fait les nouvelles en moins d'1 heure. De retour dans la salle de la marine, alors que la cérémonie se terminait, Ethan s'est approché avec quelque chose dans la main. Une petite boîte en bois. Vous auriez dû avoir ça il y a 10 ans, a-t-il dit, la plaçant dans la mienne. À l'intérieur, ma médaille originale pour le commandement de Redcrest,
toujours poli, toujours en attente. Je l'ai trouvé dans un tiroir derrière la photo de votre père, a-t-il ajouté. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à maintenant. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les journalistes ont inondé la sortie alors que je sortais au soleil. Une femme avec un badge de presse a franchi la corde. Amiral Rod, une question. Pardonnez-vous à votre famille? J'ai fait une pause, me suis tourné pour faire face aux caméras. Le pardon n'est pas le silence, ai-je dit, le vent attrapant le bord de mon col. J'ai dit ce qui devait être dit. Mon histoire n'était pas un arc de rédemption. C'était la preuve qu'ils avaient eu tort depuis le début. La grande salle à l'intérieur du Pentagone brillait comme une cathédrale d'acier et de silence. Des sols en marbre poli, des drapeaux suspendus dans une symétrie parfaite, et le sceau massif du département de la Défense montait derrière la scène comme une sentinelle silencieuse. Chaque siège était occupé. Des hauts gradés militaires en grande tenue. Des familles des morts au combat. Des législateurs, des civils, des caméras, l'histoire. Je me suis avancé sans note. Mon uniforme a capté la lumière, non par fierté, mais par détermination. Le moment ne consistait pas à récupérer quelque chose de perdu. Il s'agissait de montrer que je ne l'avais jamais abandonné au départ. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Il était mien maintenant, non pas forcé, choisi. Ce n'est pas seulement mon honneur, ai-je dit. C'est pour chaque femme à qui l'on a dit d'attendre son tour. Chaque officier qui s'est tenu seul. Chaque vérité qui a mis trop de temps à être entendue. J'ai vu des têtes se lever, des regards se croiser. 3 mots m'ont porté jusqu'ici, ai-je continué. Devoir, silence, vérité. Devoir, parce que j'ai été élevé à croire que la loyauté comptait plus que le crédit. Silence, parce que parfois ils ne vous punissent pas en vous renvoyant. Ils vous punissent en prétendant que vous n'avez jamais existé. Et vérité, parce qu'elle ne pourrit pas quand on l'enterre. Elle prend racine. J'ai jeté un coup d'œil vers le mur latéral. Là, nouvellement installé entre des portraits d'amiraux et des médailles s'étendant sur 2 siècles, se trouvait une photographie encadrée. Mon père, me tenant à l'âge de 5 ans, devant une rangée d'officiers. Le coin autrefois découpé de l'album de famille, maintenant restauré dans son intégralité, mon nom gravé en dessous au pas une note de bas de page, un titre. La justice n'est pas venue tôt, mais elle est venue avec tout son poids. J'ai reculé. Les applaudissements n'ont pas éclaté. Ils se sont élevés, réguliers et soutenus, comme quelque chose attendu depuis longtemps. Certaines personnes se sont levées, d'autres ont suivi. Sur l'écran avant, une transmission en direct de la Maison Blanche a clignoté. Le président est apparu brièvement, n'offrant qu'un seul hochement de tête, solennel et délibéré. L'histoire s'est enfin souvenue d'elle correctement. Alors que la cérémonie se terminait, je me suis retourné et j'ai traversé la ligne des poignées de main des familles. Des félicitations silencieuses. Émilie m'a rattrapé près de la colonne centrale, sa voix basse. Papa serait fier. Je n'ai pas hésité. Il l'était, bien avant n'importe qui d'autre. J'ai autrefois gardé le silence derrière un nom qui n'était pas le mien. Maintenant, j'apprends aux autres à répondre aux leurs. La salle de classe sentait le sel et le vernis de cèdre. C'était la même odeur que je me rappelais de ma première semaine à l'académie, à l'époque où j'étais assise sur ces chaises, les yeux écarquillés et certaine que le monde récompenserait l'honneur. Maintenant, je me tenais à l'avant de la salle, une craie à la main, une plaque nominative rubanée sur mon uniforme, et 2 douzaines de cadets me fixant avec le même mélange de nervosité et de révérence que j'avais autrefois dans les os. Ce cours ne porte pas sur la stratégie de guerre, ai-je dit. Il porte sur quelque chose de plus difficile à maîtriser, l'intégrité sous pression. Personne n'a bougé. Personne n'a chuchoté. Quelques-uns ont serré leur stylo plus fort. Le silence n'était pas de la peur. C'était de l'intention. Les gens vous diront de suivre les ordres, et ils auront raison jusqu'à ce qu'ils n'aient plus raison. J'ai écrit un mot sur le tableau derrière moi, responsabilité. Cela a sauvé plus de vies que n'importe quelle arme que j'ai portée et m'a coûté plus que n'importe quelle balle ne l'aurait jamais pu. Quand la cloche a sonné, personne ne s'est levé immédiatement. Il a fallu le 3e carillon avant que le sort ne soit rompu. Alors qu'il sortait, une cadette est restée. Une femme, peut-être 21 ans, la mâchoire serrée, la voix hésitante. Amiral Rod, est-ce que ça en valait la peine? J'ai fait une pause, puis j'ai souri. Je suis toujours debout.
C'est votre réponse. Plus tard dans la journée, je me tenais à l'intérieur du hall d'honneur. Le marbre résonnait sous mes pas alors que je m'approchais du mur bordé de portraits. La photo nouvellement encadrée venait d'être montée, mon père en grande tenue, debout à côté de moi dans mon uniforme final. Nos yeux rencontraient l'objectif, de manière égale. Pour la première fois, nous partagions plus que du sang. Nous partagions l'espace, le respect. Sous la photo, la plaque gravée disait « Amiral Nathalie Rod, fille, officière, témoin, porteuse de vérité ». Émilie m'a rejointe alors que je me tenais devant. « Il voulait encadrer ça », a-t-elle dit, me tendant un journal relié en cuir souple. Mais il n'a jamais su où l'accrocher. Je l'ai ouvert lentement, le journal de guerre de mon père, celui qu'aucun de nous n'avait jamais lu. L'encre s'était estompée par endroits, mais les lignes étaient intactes. La première page, si elle a un jour besoin de savoir quel genre de leader elle est déjà, donne-lui ceci. Je n'ai pas parlé. Émilie n'avait pas besoin que je le fasse. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée de l'autre bout du monde. Ethan, maintenant en poste en Australie, toujours à surveiller, toujours en guérison. Tu as mieux dirigé en silence qu'ils ne l'ont jamais fait avec des microphones. Je te dois plus qu'une seconde chance. Je te dois ma voix. J'ai plié la lettre et l'ai glissée entre les pages du journal. Elle y appartenait, parmi les cicatrices et les réflexions. La dernière surprise est venue tranquillement. Une boîte ordinaire est apparue sur mon bureau. Pas d'adresse de retour. Pas de mots. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies. Certaines délavées, certaines granuleuses, de mon enfance. Moi en grande tenue blanche à 9 ans. Moi saluant mon père dans la cour. Une photo que je n'avais jamais vue auparavant, Margaret me tenant sur les marches de l'académie, le fantôme d'un sourire sur son visage. Pas de signature, juste l'acte lui-même, un geste. Peut-être pas le pardon, mais la reconnaissance. Alors que le soir tombait, j'ai fermé la porte de mon bureau pour la nuit. Sur le tableau blanc, encore frais du matin, se trouvaient les derniers mots que j'avais écrits avant que les cadets ne partent. L'histoire n'est pas écrite par les plus bruyants. Elle est écrite par le dernier qui reste debout. Après des années d'effacement et de silence, la vérité s'est enfin dressée, gravée non seulement dans les médailles ou les relevés de notes, mais dans les yeux de ceux qui s'étaient autrefois détournés. Le nom de Nathalie, autrefois expurgé, résonnait maintenant dans des salles qu'il avait autrefois niées. La justice n'est pas venue avec fanfare, mais avec l'effondrement silencieux de chaque mensonge construit pour lui survivre. Comme la note finale d'un hymne longtemps enterré, la vérité est revenue, non pas pour racheter, mais pour rappeler. Si cette histoire a touché une corde sensible, aimez, partagez, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Tapez 1 si vous vous êtes senti concerné ou 2 si quelque chose vous a déplu.